pour changer, il faut souvent ou un drame ou une histoire d'amour. Alors dans mon cas, ça a été un drame. J'ai perdu un ami très très proche et je me suis vraiment reposé la question du sens en fait de ce que je faisais. J'étais calligraphe, je commençais à vraiment m'ennuyer. Je voulais quitter le Gers que je trouvais pollué avec des résidus de pesticides dans l'eau et beaucoup d'animaux qu'on avait vu disparaître vraiment dans les années 95, 98. Donc tout ça mis bout à bout m'a fait me reposer la question de mes rêves d'enfant parce que pour aller chercher le sens, en tout cas moi ça a été mon moteur et mes rêves d'enfant, c'était être indien d'Amérique. Alors évidemment ça se transforme pas facilement en métier, mais je voulais vivre dans les corbières, je voulais vivre avec des animaux et je voulais me mettre au service de la biodiversité. Et le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré un vieil apiculteur qui était incroyablement passionné par la garrigue, qui démontrait, qui expliquait, qui faisait des polycopiés pour expliquer à quel point, quand on met des troupeaux dans les espaces embroussaillés, on a un effet positif sur la biodiversité. Alors voilà, tout était réuni, les corbières, les animaux, la biodiversité. J'ai pris ma décision en 2 mois. Je me suis inscrite à la formation agricole un 7 juillet et 14 mois après, j'avais un troupeau. Ça veut dire que j'avais trouvé la ferme, j'avais trouvé le village, j'avais trouvé. Voilà, c'était vraiment une histoire absolument incroyable. Aller vers le risque, parce que c'en était un, évidemment. Je l'ai fait aussi par rejet de ce que je venais de vivre. Je voulais plus vivre de la même manière, donc ça suppose l'inconnu et le risque. Je crois que c'est un peu comme ça. Mais aussi, il y avait chez moi à ce moment-là une insouciance phénoménale. La passion était là, parce que dès que j'ai découvert les brebis, j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Mais je n'ai jamais douté. Par contre, on dit que les entrepreneurs sont surconfiants. Je pense qu'il y avait vraiment de ça aussi. Puis j'étais avec quelqu'un, voilà, j'étais pas seul aussi, hein, on était deux. Puis après, il y a tout un village aussi. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un endroit qui se révèle accueillant, c'est toute une communauté humaine aussi qui peut accompagner un projet. D'ailleurs, si ça n'y est pas, ça, souvent, il faut pas y aller. Je parle d'agriculture, en tout cas. Donc, le risque, je l'ai pas senti. J'étais plutôt insouciante, inconsciente, et je me sentais portée par les événements aussi. C'est vrai que quand on est dans son sens de vie, peut-être il y a des choses qui se passent autrement. C'est de l'ordre de la croyance, hein, mais quand même, dans ma vie, ça a souvent été le cas. Les bonnes rencontres, au bon moment, l'argent qui arrive, on ne sait pas pourquoi ni comment, mais il est là. D'un seul coup, quelqu'un est là pour suivre le projet, par exemple. J'avais 37 ans et demi, ou 38 ans et demi, donc je pouvais encore être jeune agricultrice, ce qui donne droit à des aides et notamment à des prêts bonifiés. Et j'ai passé un diplôme agricole avec le stage donc, que j'ai passé chez un maître berger qui s'appelle Denis Calaman. Tout s'est fait très facilement. La Chambre d'agriculture m'a présenté un maire et un village qui cherchait un berger. J'en profite pour faire la différence maintenant entre un berger et un éleveur d'ailleurs, parce que souvent je dis bergère, mais j'étais bergère et éleveuse. Le berger, c'est celui qui accompagne le troupeau dans le gardiennage quotidien. L'éleveur, c'est le propriétaire du troupeau. Et dans mon cas, pendant les 3 premières années, j'étais les deux puisque je gardais mon troupeau tous les jours dans les garrigues. C'est un métier qui fascine beaucoup parce qu'on y décèle des choses. À mon avis, ça relève de l'archétype. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme seul, avec énormément d'animaux dans la nature, avec des chiens, il y a une sorte de magie. C'est pas naturel d'être dehors avec juste des gestes et à la voix et guider cette espèce d'énorme animal qu'est ce troupeau avec sa tête, son corps, qui fait des bêtises, bien sûr, qui peut partir en courant à n'importe quel moment. Donc j'avais ce sentiment, cette magie comme ça qui m'attirait énormément et ça a été tellement extraordinaire de découvrir ce métier. Et parallèlement, évidemment, très vite, la charge de travail, le fait d'être en permanence dehors, quelle que soit la météo, d'affronter le vent, d'affronter la pluie, le froid, les épines, en garrigue particulièrement, et aussi mettre toute son énergie à des choses aussi simples que simplement qu'elles aient le ventre plein, qu'elles aient de l'eau propre et qu'elles se sentent en sécurité. Ça s'est révélé vraiment très exigeant. Et il y a une espèce de contraste comme ça entre quelque chose qui est vital pour elles, qui devient essentiel et qui est donc d'une exigence folle parce que dès qu'une chose se met en travers, si on crève un pneu ou si les abreuvoirs sont gelés, des choses comme ça, c'est vite compliqué. Surtout que je m'installais, hein, donc j'avais rien. Quand j'ai acheté juste un terrain et puis cette énergie folle qu'il faut mettre en face. Voilà. Et donc qui est peu créative aussi. À un moment donné, ça, c'est voilà, c'est peu créatif. Il y a une routine qui s'installe et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, j'ai arrêté de garder le troupeau. J'avais suffisamment d'argent, j'ai pu salarier des bergers en hiver et puis partir en estive, envoyer les brebis à la montagne en estive l'été. Voilà. Donc j'ai gardé le troupeau, mais beaucoup moins.
Et donc, j'ai pu libérer du temps pour écrire, entre autres, mais aussi pour développer la vente directe et puis passer en bio, me former, faire pas mal de choses comme ça. À chaque instant, il faut qu'elles aient de l'eau, je l'ai dit, la sécurité et le ventre plein des choses qui leur conviennent. En fin de gestation, elles n'ont pas besoin des mêmes choses qu'un agneau en croissance ou qu'une brebis à l'entretien, par exemple, ou qu'un bélier. Donc ça paraît simple, on se dit, bon, une fois que c'est calé, mais non, c'est jamais simple. Il y a toujours une panne, une crevaison, des brebis qui se sont échappées, une brebis malade, un chien malade, voilà. La deuxième chose, ce sont les papiers. On reçoit des primes et c'est très bien. Et j'ai toujours donné le montant de mes primes parce que c'est l'argent public et je suis désolée de voir que les agriculteurs en font un grand secret, alors qu'en plus sur Internet, on peut le trouver. Donc cet argent qu'on nous donne, il est assujetti à des contraintes, ce qui est assez logique, et à des contrôles. Je déteste les contrôles. J'en avais un par an, comme tout le monde à peu près, plus les contrôles en bio, et je supportais pas. Pourtant, ça se passait bien, je faisais pas de bêtises, pas vraiment, des oublis, des trucs pas bien faits, il y en a, mais j'ai jamais triché, etc. Et donc ça a créé sur mon être une énorme contrainte, mais j'en parle parce que c'est pas un cas isolé, hein. On est vraiment, on se sent jugé. La troisième chose, je sais pas si l'ennui rentre dans la charge mentale, mais la question de l'ennui quand même, de la routine, de l'absence de renouvellement des sujets, oui, ça. Alors peut-être c'est mes limites, hein, parce qu'il y a forcément plein de choses que je n'ai pas abordées, mais je j'y arrivais pas. Voilà. J'ai changé de race 2 fois, oui, oui, c'est le petit souci, là, le petit souci, le tracas permanent. Est-ce que la bergerie est bien fermée? Est-ce que l'abreuvoir a été nettoyé? Est-ce que, pour trouver une place, ah oui, voilà, là, je peux vous dire ça. En juin 2020, je devais monter à la montagne. J'avais réservé le camion à partir du 18 mai. Le gars me répondait pas, il me disait on verra, on verra. C'est très difficile de trouver un camion aux normes. Des camions, on en trouve, mais s'il y a un accident, on n'est pas assuré. Donc celui-là, c'est un transporteur, c'est son métier. Et le 28 juin, on devait monter le 30 juin. Le 28 juin, j'avais toujours pas mon camion. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi. Parce qu'après, on rejoint un autre troupeau et à pied, on monte à la montagne. Donc si on rate le camion et on monte la montée, c'est très compliqué. J'ai pas dormi et là, j'ai décidé que j'arrêtais en fait. J'ai fini l'année et en décembre, j'ai vendu l'activité. C'était plus possible. Vous voyez, donc c'est ces petites choses-là qu'on peut très bien gérer quand on est plein d'énergie, peut-être plus jeune et plein de choses, et qui finissent par nous dépasser. En vérité, j'ai toujours été fascinée par la nature. J'ai beaucoup randonné à cheval, à pied. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé, mais sans comprendre la complexité qui m'entourait. Finalement, même la notion d'écosystème, par exemple, j'en avais une perception, mais là, en étant en garrigue, en vouant mon activité à la remise en route de l'écosystème garrigue, avec l'ouverture du milieu, on n'en a pas parlé, hein, mais l'idée, c'est que grâce aux brebis, il y a les petites crottes de brebis qui vont nourrir des insectes, qui vont nourrir des oiseaux, et puis le soleil arrive au sol. Donc, de fait, il y a des plantes qui peuvent se mettre à pousser, qui n'auraient pas poussé sans cela. Et donc, les prédateurs, puis le super prédateur qui est l'aigle royal ou le grand-duc aussi, ben voilà, peuvent vivre. Donc, c'est quand même énorme, hein, cette histoire-là. Et donc, la notion d'écosystème, évidemment, je l'ai vécue de l'intérieur. Cette façon de voir fonctionner tous les jours, la nature, ça a été énorme. La deuxième chose qui a changé ma vie, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout est cyclique. Quand on est éleveur, le cycle, c'est celui de la naissance des agneaux, de leur croissance, faire abattre ceux qui vont être mangés, de remettre les béliers, d'accompagner la fin de gestation quelques mois après, etc. Et ça, c'est lié au cycle des saisons. Donc, tout devient une sorte de grande roue dont on est juste un élément, finalement. Et on va accompagner ce processus pour que tout se passe au mieux et pour que les bêtes soient bien et que tout se passe bien. Et encore aujourd'hui, je suis vraiment liée aux saisons, par exemple, et à la durée du jour, à la luminosité. Et ça a changé ma vie. Et la troisième chose, évidemment, c'est le lien à la vie et à la mort. Parce que quand on est éleveur, ben, on signe des arrêts de mort, mais on décide aussi de faire naître beaucoup. Et les moments des agnelages, particulièrement, c'est des moments évidemment extraordinaires où on va sauver des agneaux, on va fouiller les brebis jusqu'au coude quasiment, on va trouver un agneau sans savoir s'il est vivant, s'il est mort, et on va le sortir de là. On va sauver la brebis, on va sauver l'agneau. J'en ai fait des bouches à bouche, des massages cardiaques. Vous voyez, c'est comme ça, extrêmement vital en fait. Ça a bouleversé ma vie, oui, et vraiment. Et le lien à la mort aussi, bien sûr, dans le même temps, eh bien, on va peut-être euthanasier des agneaux dont on voit qui vont pas pouvoir vivre, des brebis, des fois.
on assiste à la mort de ses chiens. Enfin, c'est-à-dire que par rapport à la vie sans troupeau, tout ça se présente très souvent. Et puis il y a une certitude qui est donnée. Ça vit pas très longtemps, tous ces animaux, ça vit 13 ans, 15 ans pour les animaux qu'on garde, et un agneau à 6 mois, 8 mois, en général, il est abattu. Sauf les agneaux qui vont devenir brebis et les rares agneaux qui vont devenir béliers. On est tout le temps en lien avec cette histoire-là. Tout le temps, tout le temps. Et puis avec des morts inexplicables qui rendent triste parce qu'on n'a pas su sauver l'animal, parce qu'on n'a rien vu venir, parce qu'on a fait des fois tout ce qu'on a pu et ça n'a pas suffi. Sur le plan précis de la mise à mort, j'ai tué évidemment énormément d'animaux, soit des euthanasies d'urgence, ça s'appelle comme ça, soit des agneaux que l'on mangeait nous. L'idéal, c'est que l'animal n'ait pas été déplacé, parce que le stress lié au transport, c'est pas gentil en fait. Parce que les éleveurs disent avec le stress, la viande est plus acide, c'est vrai, mais ce qui est très contradictoire dans tout ça, c'est de mettre un soin énorme à avoir des animaux en bonne santé, qui sont dans un bien-être réel, parce qu'on a besoin pour eux. C'est pas une histoire de commerce, c'est juste que plus ils sont, enfin voilà, on a envie qu'ils soient bien. Et puis un jour de dire, ben voilà, toi, là, le lot de 12 c'est fini. On les met dans une remorque, on les emmène à un abattoir qui parfois est très loin. Ils vont passer la nuit dans un endroit inconnu, dans des odeurs qui sont des odeurs qui les agressent, qui les inquiètent. Et puis le matin, on les pousse en criant plus ou moins vers un endroit où la mise à mort peut être mal faite. Donc ça, c'est vraiment pas bien. Il m'est arrivé de tuer des agneaux, à peine sortis de la bergerie, ils étaient morts. Donc là, ils n'avaient même pas appelé leurs copains, ils n'ont rien compris, et hop, c'est fini, parce qu'on a un outil qui s'appelle un matador qui permet de créer une mort cérébrale. Voilà. Au moins, là, il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de stress, il n'y a rien eu. Mais ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de vendre cette viande-là, il faut qu'elle soit tuée dans les abattoirs. Il y a les abattoirs mobiles qui se développent plutôt dans le nord de l'Europe. Je sais qu'il y a eu une tentative, enfin, il y a eu un essai en France, mais je crois que c'est déjà fini. Dans l'eau d'ici, il y a eu un début de projet, mais c'est pareil, ça n'a pas vu le jour. Les normes sont telles que je crois qu'il faut plusieurs camions. Donc, vous voyez, c'est compliqué, c'est très, très compliqué. Je sais qu'à la fin, je me débrouillais pour me partir très tôt. Je préparais mon lot en bergerie, ils mangeaient bien, ils étaient à la maison. À 6 heures, je chargeais. À 8 heures, ils étaient à l'abattoir. À 10 heures, ils étaient tués. Donc, voilà, les 4 dernières heures de leur vie, c'était pas chouette. Ça, c'est sûr. Et puis, ils étaient très jeunes, forcément. C'est compliqué. En fait, la plupart des même les éleveurs traditionnels que je connais, souvent on a un ou deux animaux qui sont des animaux chouchous, un veau mal formé. Souvent, ce sont des animaux qui présentent une vulnérabilité. Soit on a une histoire affective avec eux parce qu'il y a eu une naissance difficile, ou parce que l'animal a un handicap, ou parce qu'on lui a donné le biberon. La plupart du temps, il y a ça aussi, parce qu'il est orphelin. Et donc cet animal-là, ou ces deux, trois animaux-là dans les fermes, bah, ils nous servent de doudou, de doudou pour arriver à occulter le reste. Après, il y a un moment aussi où l'agneau, le veau, c'est le fruit qui tombe de l'arbre, et c'est parce qu'on va vendre cet animal-là que le reste peut continuer. Je vous raconte ce que les uns et les autres disent, hein. On va réussir à continuer à y aller. D'autres n'ont aucun problème à faire tuer les agneaux, mais par contre vont garder leurs chèvres. J'ai des copains qui font ça. Les chevreaux partent à l'abattoir, mais par contre, toutes les chèvres meurent à la maison. Alors, globalement, on se débrouille. Je connais un éleveur qui n'a aucun problème pour aller à l'abattoir, mais il ne mange pas de viande. Vous voyez, donc c'est comment chacun s'organise avec quelque chose qui est assez contradictoire. L'animal domestique, c'est un statut qui est très particulier. Et je ne parle pas de l'animal de compagnie, hein, je parle de l'animal de viande, de bouche, hein, ça s'appelle comme ça. On peut avoir un canard domestique, on peut avoir un canard pour le gaver, ce qui est une horreur. On peut avoir un canard pour nettoyer les champs de riz en Camargue. On peut avoir un canard de compagnie. Moi, j'en ai eu une poule de compagnie qui vient dans la chambre parce qu'on est malade et elle vient voir comment on va. Ça m'est arrivé aussi. Donc, tout ça. Tout ça. Et c'est vrai que sans se poser cette question-là, du statut de l'animal, on parle de rien. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas défini cet éventail comme ça de possibilités, on parle de rien. Je n'ai jamais réussi à euthanasier mes vieilles brebis adorées. J'aurais fait vivre une mort pas terrible en fait. J'étais incapable de les euthanasier ou de les faire euthanasier. Vous voyez, donc c'était n'importe quoi. Mais pour moi, c'était pas possible. J'ai arrêté parce que la charge mentale, je m'ennuyais en fait. C'est un peu le problème des néos aussi. Les néos, on a fait le tour du monde, on a fait des études pour la plupart, on a eu d'autres métiers, donc on a une vision extrêmement dynamique de ce qu'on peut faire d'une vie et même intellectuelle. Donc du coup, il y a un moment où cette monotonie, c'est devenu insupportable.
Et j'aimais pas moins mes brebis pour autant, mais cette vie-là ne me convenait plus. Et la charge mentale, à ce moment-là, que je supportais très bien mes premières années, ben, elle est devenue prépondérante. Donc ça c'est quand même plutôt ça qui s'est passé. Mais c'est vrai que il y a eu un jour où j'ai mis mes derniers agneaux dans une case à l'abattoir. Ça s'est très mal passé et j'ai décidé que plus jamais j'irai à l'abattoir. Partant de là, la vie d'éleveur devient très compliquée. Soit on les met dans un camion, on ne sait pas ce qui se passe derrière, et finalement, c'était pas mieux, ou voire bien pire, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Soit on arrête. Tous les gens qui ont vu travailler des chiens de troupeau, forcément, peuvent trouver ça assez magique. Il y a une espèce d'excitation du chien, en tout cas une attention au maître, comme ça, et puis une attention au troupeau. Et souvent, il suffit d'un déclic, d'un ordre, pas forcément un mot français d'ailleurs, un sifflet, et puis la magie opère. Et le moment extraordinaire, c'est le moment où c'est le chien qui vous explique ce qu'il faut faire. Ça, voilà. Là, on touche quelque chose de magique, de merveilleux. Je me souviens d'un chiot que j'avais. Ben, en Garrigue, vous imaginez, c'est très, très, c'est plein de fourrés. Et je me souviens de ce chien que j'appelle et il veut pas venir comme ça. Et il regarde derrière, il me regarde, il regarde derrière. Et puis il se met à sauter sur place. Et en fait, il avait vu, il entendait des brebis qui étaient à 50 mètres plus loin que moi, je n'avais pas vu. Et il m'expliquait qu'il fallait aller chercher les brebis, qu'il était prêt à y aller, et il me les signalait. Alors ça, c'est un petit détail, mais on arrive à des niveaux de compréhension, de complicité absolument extraordinaires. Donc évidemment, c'est à la fois un outil au sens un peu trivial des choses, c'est un outil de travail, mais évidemment, parce qu'on est dans le vivant, parce qu'on a une complicité, parce qu'on a des bagarres aussi, parce qu'on se comprend pas, parce qu'on s'énerve et puis qu'on se réconcilie. On a des histoires d'amour avec nos chiens. Ça, c'est exactement ça. Et quand ils s'en vont, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Un chien de compagnie, c'est très triste, et un chien de travail qui disparaît, c'est un autre lien encore qui s'efface. Ouais. Au point que on surveille nos lignées, par exemple. Quand on a un très bon chien, on va se débrouiller pour les faire des chiots. Et on va pas forcément les garder soi, mais on va les confier à des gens. Voilà, il y a tout ça. Ça, ce sont les chiens de conduite. Les chiens de protection, qui sont les chiens qui protègent nos troupeaux des agressions, que sont les chiens divagants pour la plupart du temps. Les loups en montagne, les ours de temps en temps, et les voleurs, ça, il y en a. Alors, on a un autre type de lien avec eux qui est aussi extraordinaire. Vous voyez, ces gros chiens qui vont mordre, qui font à peu près 300 morsures par an sur les randonneurs en montagne, hein, c'est pas anodin. Mes chiens ont tué d'autres chiens, donc c'est triste, mais en même temps, ben, c'était ou mes brebis ou les chiens, donc ils ont tué les chiens, voilà. Donc voilà, on est à nouveau dans la vie, dans la mort, dans l'agression, tout ça. Il y a quelque chose de très, très frontal dans ce métier-là, très, très direct. Actuellement, dans les formations de bergers, il y a quasiment que des femmes. Donc, ce sont des bergères. Souvent, ce sont des néos, mais pas toujours. Elles vont en montagne, elles font une, deux, trois saisons et souvent elles changent parce que c'est vraiment dur. Mais l'effort physique, bizarrement, c'est pas forcément le plus difficile. En montagne, on se retrouve seul. Peut-être c'est plus cet assortiment de solitude et d'effort physique qui fait qu'elles ne tiennent pas. Les néos s'installent à peu près, je pense, entre 10-15 ans. Les maraîchers, 5 ans. Hein. Au bout de 5 ans, ils ont le dos cassé, ils en ont marre. Le sens premier donné au métier disparaît ou évolue. On perd, je crois, que 10 fermes par jour en France. C'est phénoménal. Les reprises, je pense que c'est à hauteur de une par jour. Donc, ben, voilà, tout va à l'agrandissement. Donc, les très gros, eux, ne se posent pas de questions parce qu'eux, ils gagnent beaucoup d'argent. Mais pour la frange d'agriculteurs qui s'installent et qui donnent du sens à son activité, c'est à peu près ce qui se passe. Voilà, on s'installe 3 ans, 5 ans, 10 ans, et puis on change. Et je trouve ça assez juste. Ça ressemble à ce que nous sommes, je pense. Alors évidemment, ça pose plus de problèmes quand c'est des structures qui sont lourdes. C'est-à-dire que souvent, les néos ont peu d'argent, donc on n'arrive pas à racheter les grosses fermes qui, de toute façon, valent 500 000 euros, à peu près, quand il y a des terres, ce qui n'était pas mon cas quand j'ai revendu. Hein, moi, c'était pas du tout ces prix-là. De fait, quand on a quelque chose de gros et de lourd, ben, d'abord, on a du mal à l'acheter, ou si on a réussi à le mettre en place, on a du mal à le lâcher. Voilà, donc c'est peut-être ça, et avec les crédits qui vont avec parce qu'il faut rembourser. Quand j'ai arrêté, je me suis sentie en échec parce que j'abandonnais ce qui avait tellement donné de sens à ce que je faisais et qui avait aussi suscité l'intérêt de tellement de gens. Ça, on s'en rend pas compte, mais souvent une installation, c'est une installation collective, même si on est tout seul. Il y a tellement de gens qui sont là, les coups de main, les arrangements, euh, les gens qui vous portent, en fait, qui vous portent de l'énergie, même les clients qui achetaient de la viande. Donc ça, c'est un peu difficile. Enfin, en tout cas pour moi, hein, on se sent lié par le crédit comme ça qui a été donné par
les gens autour. Aujourd'hui, je suis bien contente d'avoir arrêté parce que je peux repartir sur tout à fait autre chose. Je pense qu'il faut pas trop durer en fait. Quand on commence à s'ennuyer, quoi qu'on fasse, il faut préparer la suite. Là, on n'a qu'une vie, ça ne dure pas longtemps. On ne sait pas quand elle s'arrête. On a la chance d'être dans un pays où on peut se former. Ici, il ne faut pas se plaindre, il faut foncer. On a toutes nos chances.